Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse macroéconomique pour la semaine du 13 au 19 octobre 2025. On va voir ensemble de manière générale ce qui s'est passé du point de vue macroéconomique, géopolitique et faire un tour global sur les marchés financiers. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. Alors faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. On commence tout de suite par établir le cadre avec 3 chocs d'une semaine de tous les dangers. Premier point, le paradoxe des marchés avec un SP500 qui gagne 1,7% sur la semaine et un Nasdaq qui gagne 2,4% également sur la semaine. Les indices ils flirtent avec leur plus haut historique, on a un appétit pour le risque, des banques qui ont publié de bons résultats et une guerre commerciale qui s'améliore. L'enregistrement a bugué alors je recommence, mais deuxième point, la Fed s'apprête à baisser ses taux. C'est quasi une certitude, lors de la réunion du 29 octobre, elle devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base. Tout ça à cause que l'emploi faiblit, mais de l'autre côté l'inflation reste persistante à cause des tarifs. Troisième point, on fait face à des risques politiques extrêmes. Le shutdown il est rentré dans sa 3e semaine et on continue d'avoir un brouillard puisque les publications de data macroéconomiques ne sont pas publiées. Et ça c'est sans parler de la guerre commerciale qui est instable puisqu'on a eu de nouveaux tarifs à hauteur de 100% sur toutes les importations chinoises aux États-Unis. Bien sûr, dans un environnement tel que celui-ci, il y a de l'incertitude et on le voit avec le VIX qui a franchi la barre des 20 avant de faire un repli en fin de semaine. On enchaîne avec la macro US, une croissance et une inflation sous surveillance. L'activité nationale est jugée peu changée par la Fed. L'indice de confiance des petites entreprises NFIB il a reculé et l'incertitude a bondi à un pic de 100. Par contre, du côté de l'immobilier, on a une éclaircie. L'indice NAHB a bondi de 5 points, son plus haut sur les 6 derniers mois. Tout ça grâce à l'espoir d'un reflux des taux hypothécaires. Pour l'inflation, même si on a très peu de données, on sait quand même qu'elle est persistante. Selon une étude, les entreprises continuent de transférer les coûts aux consommateurs. Environ 24% des patrons ont augmenté leurs prix pour le mois de septembre. Maintenant, chose essentielle concernant l'inflation, on aura une data qui sera publiée exceptionnellement ce vendredi. On en revient juste après dans l'agenda économique de la semaine. Du côté de l'emploi, un peu comme la croissance et l'inflation, on a peu de données à cause du shutdown, mais on en a eu quand même quelques-unes. Premier point pour l'activité manufacturière, on a une contradiction régionale. L'indice Empire State, donc de New York, il est repassé en positif à 10,7. Par contre, à l'inverse, l'indice manufacturier de Philadelphie, il est repassé en négatif à moins 12,8, un plus bas sur les 6 derniers mois. Et ça potentiellement à cause des chocs tarifaires sur les intrants. Selon la Fed, dans son beige book, la demande de main d'œuvre est généralement atone. On comprend par là, et la Fed nous l'a déjà dit, que le marché du travail il est faible et qu'elle va assouplir sa politique monétaire pour l'aider. Par contre, on est d'accord que toutes les données que je vous présente là, c'est des données secondaires. Les données primaires, elles ne sont pas publiées à cause du shutdown. Et là, c'est le vrai problème parce que la Fed, elle va devoir décider sur sa politique monétaire complètement à l'aveugle. Sauf bien sûr pour le CPI, mais on en reparle juste après comme je vous l'ai dit. Politique monétaire avec un assouplissement, oui, mais la Fed tempère les attentes futures. Comme je vous l'ai dit, pour le 29 octobre, selon toutes les prévisions, on devrait baisser de 25 points de base le taux directeur. À nouveau, comme le dit le gouverneur Waller, le marché du travail oblige cette décision. Maintenant, concernant les perspectives post-octobre, c'est là où ça devient un peu plus flou. La majorité des gouverneurs de la Fed, ils s'entendent pour baisser à nouveau les taux d'intérêt. Mais la question, c'est de combien? Pour le moment, les prévisions sont d'une baisse supplémentaire de 25 points de base en décembre. Mais après, pour 2026, on devrait encore avoir des baisses de taux d'intérêt, mais c'est le flou total sur combien. Au final, on a beau faire des prévisions, mais on sait que Jérôme Powell, lui, il attend les données pour pouvoir décider. Et là, vous comprenez le problème, comme on n'a pas de données qui sont publiées à cause du shutdown, de nouveau, c'est le grand brouillard. Selon les anticipations des marchés, on devrait avoir un taux plancher pour 2026 de 3%. Mais ce qui sera intéressant d'analyser, c'est de voir à combien on sera réellement d'ici fin 2026. Côté macroéconomie mondiale et géopolitique, on a du côté du Proche-Orient un cessez-le-feu, de l'autre côté l'Ukraine et la Russie qui devraient peut-être trouver un accord. Enfin, on sait qu'il y a un sommet Trump-Poutine qui est organisé pour fin octobre et qu'il devrait parler de la situation de l'Ukraine à ce moment-là. Et d'un autre côté, on a toujours cette guerre commerciale qui un jour va mieux, un jour va moins bien et on sait pas trop sur quel pied danser. Conséquence des améliorations de conflits, on a le pétrole qui chute de 3%, le Brent il est à environ 61 $ alors que le VTI est à 57 $. Et puis concernant les tensions américaines et chinoises, aujourd'hui on est sur un mieux. Trump et Xi Jinping ils devraient se rencontrer en Corée du Sud, mais bon, tout peut encore se passer d'ici là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu des tarifs, ensuite il y a eu une petite pause, on s'est mis à discuter et au final il y a eu un trade deal. Les marchés eux ils ont fait quoi? Dans un premier temps, ils se sont crachés, puis ils ont stagné, recommencé à augmenter
et toucher un nouveau sommet historique. À voir si l'histoire se répète et si cette fois-ci elle se répète différemment. En tout cas pour la semaine du 13 au 19 octobre, on a eu un SP500 à plus 1,7%, un Nasdaq à plus 2,4%, et le VIX qui a bondi au-dessus des 20 pour chuter en fin de semaine. Selon les attentes, on s'attend globalement à une hausse d'un bénéfice par action de 3% pour l'ensemble du S&P. Concernant d'ailleurs cette saison de publication, les banques ont surpris positivement. Mais par contre, et je ne vous l'ai pas mentionné ici, jeudi, on a eu un crack et ce crack, il était dû aux banques régionales. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce crack et les raisons de pourquoi d'un coup les actions bancaires se sont effondrées, allez voir mon contenu short que je vous affiche. Pour Delta Airlines, qu'on peut ramener au secteur de la consommation, ils ont dépassé les attentes. La demande reste forte et on a un carburant moins cher, donc de meilleures marges. Pour les devises et commodities, on a un dollar qui s'affaiblit et un pétrole qui semble ne plus s'arrêter de baisser. Bon, au final, le dollar a baissé seulement de 0,3%, mais ça a profité au marché actions. Forcément, après une hausse de 1,7% et 2,4% sur la semaine, il y a une rotation et les liquidités sont passées sur les marchés actions. Ou dit différemment, on a eu un regain d'appétit pour le risque. Comme je vous l'ai dit, pour les matières premières, le pétrole il a baissé de 3% pour le Brent et de 1,8% pour le WTI. On semble ne plus s'arrêter sur le pétrole, c'est la dégringolade. Du côté de l'or, par contre, c'est l'inverse. On continue de pousser de plus en plus haut. On était à environ 4200 en clôture de semaine, mais là, direct ce matin, on est repassé au-dessus des 4300 $ l'once. Du côté de la crypto, et c'est rare, il faut le noter, l'aversion au risque, elle plombe Bitcoin. Enfin, en ce lundi, le Bitcoin, il est déjà en train de se reprendre. Mais il n'est pas du tout au niveau des sommets historiques comme le sont le SP500 et le Nasdaq. Bon, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, en général, octobre, il est positif. D'ailleurs, on le surnomme Optober. Mais la semaine passée était pas du tout bullish, environ moins 5% sur le Bitcoin pour un prix de clôture aux environs de 109 000 $ en fin de semaine. C'est tout simplement son pire mois d'octobre en 10 ans. Du côté d'Ethereum, il a suivi avec environ moins 4% sur la semaine et un prix de clôture hebdomadaire aux environs des 4 000 $. Bon, certes, la crypto, comme en fait tous les marchés actions, ils sont pénalisés par la guerre commerciale Chine-États-Unis. La corrélation, elle reste positive, mais le Nasdaq et le SP500 tiennent mieux. Autre point qui ne touche pas les marchés actions mais qui touche les crypto-monnaies, c'est l'acceptation de la SEC pour de nouveaux ETF comptants, ou autrement dit des ETF spot. On le sait, la SEC elle doit rendre un verdict concernant des ETF, mais elle prend quand même du temps et l'impatience elle commence à se faire ressentir. On enchaîne avec l'agenda économique pour la semaine du 20 au 24 octobre. Premièrement, mardi soir, on aura la publication des résultats de Netflix. Ensuite, mercredi soir, on continue avec Tesla. Jeudi soir et vendredi, on aura d'autres entreprises telles que Intel, Procter & Gamble et Coca-Cola. Ce calendrier des résultats, il est pas complet. Il y a d'autres entreprises, mais je vous ai mis les majeures. Et vendredi, point spécial, on aura le CPI pour le mois de septembre. C'est le chiffre à ne pas manquer. Le CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Il faut imaginer ça comme un panier que le consommateur consomme chaque mois et on regarde comment ce panier se comporte dans le mois. Est-ce qu'il coûte plus cher de mois en mois ou moins cher? Et en résultat, le CPI, ça en fait une donnée très importante pour mesurer l'inflation. Et l'inflation, elle est très importante pour la Fed puisqu'ils ont un objectif de 2% d'inflation sur les prix généralisés d'année en année. Bon, cela dit, ce CPI ne devait pas être publié, mais c'est une exception, et une exception à 5 jours du prochain FOMC. Durant toute cette semaine, gardez bien aussi en tête qu'on va avoir des évolutions par rapport au shutdown, et qu'on espère tous qu'il sera réglé au plus vite. On enchaîne directement avec les risques et scénarios, avec d'un côté les risques haussiers, et de l'autre côté les risques baissiers. Premier point haussier, ce serait la résolution du shutdown rapide. Enfin rapide, mais on entame quand même la 3e semaine. Mais au final, un accord, ça ramènerait la confiance, un peu comme s'il y avait un trade deal, et puis les petites capitalisations pourraient bien en profiter. Et bien sûr, comme on parle du shutdown, on peut également parler de la guerre commerciale. Et comme risque positif, bien sûr, on pourrait avoir une détente US-Chine avant le sommet. Allègement des restrictions, suspension de hausse tarifaire, tout ça on prend, ça ramènerait la confiance et pour les valeurs technologiques, ce serait positif. Et au final, pas que pour la tech, puisqu'elle drive le marché, les industriels pourraient également en profiter. Bon, maintenant pour les risques baissiers, c'est pas trop compliqué. On a un petit peu tout l'inverse. Prolongation de shutdown, escalade tarifaire et un 3e point, voire 4e qu'on pourrait ajouter, c'est la détérioration de la dette ou un conflit armé qui ramènerait la géopolitique dans le mal. Je sais pas si vous le savez, mais Standard & Poor's ont baissé la note de la dette obligataire française. Rien que ça, c'est un très mauvais point. Mais on peut aussi parler de ce que je vous disais concernant les banques régionales. Et à nouveau, je vous invite à voir mon short à ce sujet. Mais si du côté de la dette, qu'elle soit souveraine ou bancaire, ça se passe mal, ça pourrait enclencher une perte de confiance chez les investisseurs massive. Conclusion, les deux décisions stratégiques
à prendre maintenant. Le marché, il reste positionné sur un scénario Goldilocks mais fragile. Croissance molle, baisse de taux modérée, il faudrait juste pas que l'inflation vienne mettre le bordel. Et c'est là justement où le CPI et le shutdown vont être très importants. Il faut pas que le CPI explose et si on peut avoir une fin de shutdown, ça pourrait être bien pour avoir des datas. Premier point, gérer le risque politique et des taux. Pour ça, surveiller les rendements obligataires du trésor à 2 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un indicateur pour la Fed. En général, lorsqu'il baisse, la Fed va baisser les taux d'intérêt et vice versa. Restez sous-positionné sur les small caps, donc du Russell 2000, tant que le shutdown n'est pas résolu, comme elles sont plus sensibles à l'incertitude domestique. Deuxième point, anticiper la volatilité tech. Le Nasdaq cette semaine va être un baromètre du sentiment de marché. Comme on a Netflix et Tesla qui publient leurs résultats et que c'est deux grosses entreprises, en fonction de comment ça se passe, le Nasdaq peut augmenter ou baisser d'un coup. Donc à nouveau, attention à ça. Mon conseil, c'est de rester flexible et de faire attention aux résultats et au CPI, puisque ça fait maintenant depuis le début du shutdown qu'on n'a pas eu de données macroéconomiques majeures. Donc vraiment, tout risque de se jouer en cette fin de semaine. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous comme chaque mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!